Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur. Animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal le 7 mars 2022. Alors aujourd'hui, la journée a commencé très très tôt. Je vais vous raconter ma journée, en partie. Encore une grosse journée à la librairie, très occupée. Assez étonnant pour un lundi mars qui est pas le mois le plus rieur en nos contrées boréales. Donc, j'ai commencé ma journée à 7h30 ce matin. Je suis allé chercher 50 cartons de livres. Nous avions convenu entre le vendeur et moi que je me porterais acquéreur du lot au complet et que je lui ferais une offre en fonction de ce qu'on trouverait dans ces cartons de livres. Ça arrive de temps à autre que les transactions se fassent de telle sorte. Je vous ai raconté à quelques reprises que je me considérais comme une sorte de psychanalyste des bibliothèques. Les bibliothèques nous disent beaucoup, beaucoup de choses sur leurs propriétaires. Je vous ai déjà entretenu, sans doute, de la psychogénéalogie et des constellations familiales. Comment la vie de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et semble-t-il, cela va jusqu'à la sixième génération, ont une influence dans notre existence. Une influence dont nous ne sommes pas conscients la plupart du temps, sauf quand lorsque certains événements surviennent dans notre vie qui sont une répétition de, de ce qu'a pu connaître nos devanciers. Alors, cette bibliothèque, que m'a-t-elle révélé? Alors, je vous situe le cadre. Alors, c'est une première bibliothèque qui a appartenu, on va dire, à X. Et c'est de X dont il va être question dans quelques minutes. Je n'ai pas trouvé de traces formelles de l'existence de ce X, sauf une photo. Une photo où on le voit, que je ne vous montrerai pas. Je l'ai détruite, cette photo. Car je ne me voyais pas. D'abord, la photo, elle n'était pas dans un livre. Alors, ça aussi, c'est une autre histoire. Ce qu'on trouve dans les livres, qui sont des traces, évidemment. Alors, X, et c'est de X dont il va être question, X est décédé il y a 3 ans. Et X a offert ses livres en héritage à Y. Y est décédé en novembre 2011. Mais les fameux livres de X ont passé 3 hivers dans un garage. Alors les boîtes, mais un garage chauffé. Alors les cartons n'étaient pas... les livres n'étaient pas abîmés. Il n'y avait pas de moisissure ou... euh, ce genre de... Les livres prennent l'humidité. Ce genre de choses qui arrivent aux livres lorsqu'ils sont entreposés dans des conditions qui leur sont défavorables. Alors, l'héritier n'en a pas profité parce que les boîtes et les cartons, parce qu'en France, vous dites carton, au Québec, on dit boîte, les cartons boîtes étaient scellés. Certaines boîtes, certains cartons étaient identifiés selon la catégorie. Exemple, cuisine, bon, mais cuisine en fait, ou dictionnaire. En fait, c'était les deux seules catégories clairement identifiées. Alors, à partir de ce que j'ai pu en dégager, il y avait 50 cartons contenant en moyenne, parce que
tous les cartons n'étaient pas remplis à rebord, et même certains d'entre eux étaient plutôt légers. Ce qui conforte l'hypothèse que la personne qui a fait les cartons était une personne âgée. Les personnes âgées ne font jamais des cartons trop lourds. Ils vont faire beaucoup de cartons, ils vont s'épuiser à faire des cartons, mais ils vont pas les surcharger, ces cartons. Alors, bon, pour nous qui sommes habitués, mon confrère et moi, mon confrère et ami, parce on a beaucoup d'amitié l'un pour l'autre, dans ce genre de razzia, il m'accompagne. Il a une camionnette et c'est beau de nous voir travailler car c'est une sorte de balai. On se parle même pas, mais on se parle. On peut discuter de toutes sortes de sujets, mais quand on travaille, sans qu'on se donne des ordres ou qu'on s'offre des indications, on, on, ça se fait comme sans parler. Alors, lui prend telle direction, moi je prends telle autre, on charge le camion, et c'est très rapide, c'est très efficace comme dans l'habitude. Et les boîtes, les cartons, on les remplit bien à rebord pour ne pas avoir à remplir la camionnette, nous invitant ainsi à faire un deuxième voyage. Alors donc, personne âgée, la petite bribe d'informations que j'ai réussi à, non pas à soutirer, parce que comme c'était une succession de successions, ce que j'ai su, c'est que l'héritier Y était très ami avec X. Et X était d'origine française et avait peut-être soit un bar, ou était propriétaire d'un bar ou d'un bistrot. C'est pas trop clair dans mon esprit. Je pense que c'était un bistrot. Mais il était d'origine française. Et je vous dirais que c'est là l'intérêt de cette information. Et pourquoi la psychogénéalogie viendrait-elle faire affaire ici avec le portrait de X? Ce que j'en déduis, X est né et décédé il y a 3 ans, alors probablement né en 44 ou en 45. Donc, soit né au lendemain de la guerre ou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on retrouvait dans ces 50 cartons de livres? Ce qui fait environ 1500, 1200 à peu près, 1200 livres. J'en ai désherbé, ou si vous préférez, élagué. Oh, combien j'en ai gardé? Je dois en avoir gardé à peu près, j'avance un chiffre ici de 300, 350. Et ceux que je n'ai pas gardés, c'était des romans, beaucoup de romans fleuves, d'auteurs américains, pour la plupart. Et étonnamment, des auteurs, certains d'entre eux, s'adressant à un très large public. Je dis étonnamment parce que ce que l'on trouvait en quantité, ce sont des livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de livres sur la Deuxième Guerre mondiale ou des sujets s'y rapprochant. La guerre d'Algérie, l'Indochine, le Vietnam. Et j'en arrive à une déduction sans doute très aisée à faire, c'est que X
a dû être marqué dans sa psychogénéalogie par la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est étonnant, c'est que, outre les livres dont je vais vous en montrer, j'ai fait une sélection au hasard, je n'ai pas choisi les titres que je vais vous montrer. Il avait pratiquement tous les livres d'Henri Miller et 2 recueils de poésie en double exemplaire, un doublon. Alors, ce qui me faisait dire que X était clivé entre un passé familial sans doute extrêmement douloureux. On ne quitte pas, on quitte jamais son pays euh, sans raison majeure. La plupart du temps, on quitte son pays. Bon, il y a les Ukrainiens qui le quittent parce que vous connaissez les raisons, mais un pays comme la France, on ne le quitte pas comme ça. Les Français ne sont pas des immigrants naturels. Ils ne l'ont jamais été. Oui, quand ils ont eu leur colonie, ils faisaient carrière dans les colonies. Mais c'était toujours entendu qu'une fois la carrière terminée, ils retourneraient à Honfleur, qu'ils pouvaient faire carrière dans les dom-toms, dans les territoires d'outre-mer, mais ils ne s'y établissaient pas jusqu'à la mort. Alors, pour quitter la France, en regardant les livres, les dates de parution des livres, j'émettrais l'hypothèse que X a quitté la France aux alentours de 1968-1970. Donc, la petite vingtaine. Et que ce sont des raisons familiales qui l'ont obligé à quitter la France. Des raisons familiales. Qui sont, dans le cas des Français qui quittent, c'est généralement la première raison. Les Français post-coloniales. Et donc, ou qui n'ont pas fait de carrière dans les territoires d'outre-mer. Et la présence des œuvres complètes d'Henri Miller pouvait laisser croire aussi qu'il aspirait à autre chose. Évidemment, Henri Miller, c'est l'américanité désentravée, décomplexée sur le plan sexuel, la vitalité, la capacité de se réinventer, la capacité de faire table rase, de refaire sa vie, d'avoir un nouveau regard sur soi. Alors, entre la quantité invraisemblable de livres absolument épouvantables, et là, je nous ai si vous regardez à l'arrière, je nous ai dressé un décor de barricades de boîtes de livres, de coquilles vides, une espèce d'installation improvisée, une sorte d'œuvre d'art in situ qui va être éphémère, qui va être transformée pas plus tard que demain matin, quand je vais les plier et en conserver quelques-unes pour y déposer des légions entières de livres consacrés à la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi je vous dis aussi que ça m'a particulièrement déprimé? Ben, vous le savez, la guerre est commencée. C'est assez clair que la guerre est commencée. Elle n'est pas juste commencée suite à l'assaut, suite à l'agression des Russes contre les Ukrainiens. Maintenant, la guerre, elle est économique. Cette guerre, elle fait tache d'huile. On va tous en payer le prix. Pour ma part, je considère que une grave crise économique, c'est quand même moins grave que de subir les mortiers russes.
pour ma part, si on peut soutenir, en tout cas, de quelque manière que ce soit, et de payer de notre poche, ça ne sera pas cher payer l'appui, le nécessaire appui. Hmm, je vais arrêter ça pour ce soir, la Deuxième Guerre. On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'analystes, beaucoup de théoriciens, mais c'est clair que nous nous dirigeons vers une crise économique d'une ampleur cataclysmique. Alors donc, dans cet arrière-plan, de voir tous ces, je vais vous en montrer quelques-uns, de voir tous ces titres défiler, parce que au fur et à mesure que je déballais cette bibliothèque, j'espérais toujours avoir un appel d'air, d'y trouver à la fois des livres rares, des livres de poésie, des livres de littérature, quelque chose qui nourrisse l'âme, qui nourrisse l'esprit. Ce n'est pas ce que j'y ai trouvé. Je vais vous donner je vais vous montrer ça. Alors, X, clivé entre un passé familial, un appel vers des contrées lointaines où il a sans doute trouvé une certaine forme d'épanouissement. Il est mort en terre d'Amérique française, il est mort au Québec. Il n'avait probablement pas d'héritier, ou en tout cas, les héritiers, il avait un ami, et c'était un héritier symbolique. Et à cet héritier symbolique, il a offert sa bibliothèque qui a été entreposée dans un garage, comme je vous le disais. Et là, la bibliothèque, elle se retrouve ici. Les... Ouais, j'ai pas répondu, j'ai pas enchaîné là-dessus. Les 900 autres qui sont à proprement parler invendables à ma librairie vont trouver le chemin, des chemins divers, auprès d'organismes caritatifs. En moyenne, j'offre à peu près, je dirais facilement, 10 000 livres par année. Alors, dans les dernières années, j'ai dû en offrir à peu près entre 40 et 50 000. Je comprends même, je veux dire, il y a une telle masse de livres, c'est incroyable. C'est incroyable, le nombre de livres qui existent, le nombre de livres qui se publient, dis-je. Et alors, Rix a été tenaillé entre un passé qui ne passait pas, assurément. Est-ce que, est-ce que X a souffert de... Est-ce que la famille de X a souffert de persécution des nazis? Peut-être. Mais il peut y avoir une souffrance encore pire que celle d'avoir souffert sous les nazis. C'est celle d'avoir une famille, d'appartenir à une famille qui a collaboré avec le régime hitlérien. Et je pense que cette blessure-là, elle est le trauma d'avoir eu un père collaborateur, par exemple, est autrement plus grave que d'avoir eu un père qui aurait péri dans les camps. C'est préférable de mourir tué que de tuer. C'est préférable d'être victime de meurtre que d'être un meurtrier. Parce que le meurtrier, il ne fait pas que tuer sa victime, il se tue lui-même également. Et après ça, une fois qu'on est tué, parce qu'on a tué, et puis on peut donner la mort pratiquement. Une fois mort, on peut tuer n'importe qui, au fond.
Et le niveau de conscience des tueurs par rapport à leur propre mort est extrêmement faible. Et c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est un laboratoire de mort. Là. C'est un laboratoire de haine. Des gens vont préférer mourir que de reculer. Ils vont en offrant leur propre vie, ils vont fabriquer des, des tueurs, des tueurs, des gens qui vont tuer en se tuant. Alors ça va devenir une espèce de chaîne absolument hallucinante et on se demande au terme de ces massacres-là, qu'est-ce qui a pu se produire pour qu'on en arrive à des millions de morts dans certains cas, dans certaines guerres en tout cas. Quelle folie s'est emparée des esprits pour arriver à un tel résultat. Eh bien, on assiste là en direct, si je peux dire, aux prémices de cette folie et qui est une folie qui va même au-delà de la mort, tellement la mort, elle est omniprésente. La pulsion de mort s'épanouit de manière monstrueuse. Et le vernis de civilisation, en fait, le travail de la culture, qui est un travail de civilisation. C'est pour ça qu'on lit, c'est pour ça qu'on réfléchit, c'est pour ça qu'on fait des retours sur soi, pour, pour, empêcher, pour s'empêcher de devenir un tueur. Eh bien là, ce vernis-là, il fout le camp. Et il fout le camp à une vitesse hallucinante. Et pour ma part, ma propre bibliothèque personnelle, il n'y a pas de livre sur la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas... je m'y intéresse, évidemment, comme phénomène historique d'importance, mais j'ai pas d'attirance vers ça. Ma bibliothèque, il y a beaucoup de poésie, il y a de la philo, il y a beaucoup d'essais littéraires, il y a des livres d'art, mais il n'y a pas de... Je sais même pas si j'ai un livre sur la Deuxième Guerre mondiale ou la première dans ma bibliothèque. J'ai lu pas mal de livres sur la littérature concentrationnaire, par exemple. Je m'y suis toujours intéressé d'un point de vue philosophique, d'un point de vue littéraire, si vous voulez. Ce qu'on a appris il y a quelques jours, ce que Jean Quérol appelait la littérature lazaréenne, hein, de Lazare, qui est pas un ressuscité, Lazare. Lazare, c'est une sorte de zombie entre la vie et la mort. Hein. Il n'est pas tout à fait mort. C'est assez effrayant parce qu'au fond, c'est pas le ressuscité dans toute sa gloire. Là. Il sort d'une grotte et on peut imaginer l'effroi et la stupéfaction de voir Lazare revenir à la sous-vie. Alors, cette littérature lazaréenne, de mort-vivant, en fait, je m'y suis beaucoup livré pour comprendre les mécanismes. Et là, je vous dirais, en ce moment, si j'ai bien fait mes classes au niveau théorique, assurément, se déploie sous nos yeux le passage de la théorie, le passage des grands textes canoniques d'horreur à la réalité crue, brutale, sans appel, monstrueuse. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Anthony Beevor, La guerre d'Espagne, espace de commentaires. Les surprises de la Lubyanka, nouvelle découverte dans les archives littéraires
du KGB. Il y en a un que j'ai gardé à part. Celui-ci, Antoine Argout, La décadence, l'imposture et la tragédie. Déjà, le mot, il y a deux mots qui me font peur, en tout cas. C'est le mot valeur. Alors, quand j'entends le mot valeur, je me dis, oh, les massacres sont sur le point de débuter. Et quand on juge nos civilisations décadentes et qu'on ait envie d'avoir un retour aux valeurs, oh là, j'ai peur, je dois vous avouer, là. Et déjà, la décadence, l'imposture et la tragédie, eh bien, ce que personne n'avait encore osé écrire, partisan de l'Algérie française, adversaire du général de Gaulle, dont il conteste toute l'action, le colonel Argout est de ceux qui se rallièrent au général en mai 1958, comptant qu'il se prononcerait en faveur d'une Algérie française. L'illusion fut courte. Dans son livre, le colonel Argout ne recule devant la description d'aucune scène, devant la mise en cause d'aucun des collaborateurs les plus proches du chef de l'État, et l'on ne s'étonnera pas que cet ouvrage soit probablement le document le plus explosif de l'après-Algérie française. Alors, ouais, vous voyez, ça, c'est le genre de truc extrêmement déprimant. Puis, attendez, on va faire un petit plan sur le... Hein, regardez. Regardez-moi cette belle tête déterminée de tuer tueur. La délation sous l'occupation. Il y a un nom. Ouais, aussi. Bon, ça, je sais où il l'a acheté. Il l'a acheté à la librairie. Ah, c'est un peu triste, une histoire assez terrible, en fait. Il l'a acheté à la bouquinerie Saint-Denis, dont le jeune propriétaire s'est enlevé la vie 4 mois après avoir acheté cette librairie. S'était fait... je suis obligé de peser mes mots, mais il n'aurait pas dû acheter ça. Et celui-là, il a été acheté où? On le voit pas. Lui, non plus. Lui, bon, il y a le nom, je suis certain, parce que le nom revient souvent. Est-ce qu'il est annoté? Non. 3 siècles d'obéissance militaire. Lui, acheté au Colisée du Livre, sur Mont-Royal, qui n'existe plus non plus. Alors, 3 siècles d'obéissance militaire, 1650-1963. Bon. Roger Garoudi, Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Alors, il a été offert par un certain Christian le 20 septembre 1999, livre étonnant qui doit, ici le doigt est souligné 2 fois, être lu bien amicalement. Aucune trace d'annotation. Albert Speer, La fin d'un mythe, et aucune annotation non plus. Les bonnes fréquentations, histoire secrète des réseaux d'influence. Achetez toujours dans cette librairie la bouquinerie Mont-Royal, Saint-Denis. Les nazis après le nazisme. Où sont et que font aujourd'hui les anciens chefs nazis? Pas de trace du propriétaire, aucune annotation. Et je pourrais vous en sortir comme ça au moins encore facilement 150. Après presque une demi-heure, je vais mettre fin au massacre. Mourir à Berlin de Jean Mabire. Alors, les Français, derniers défenseurs du bunker d'Adolf Hitler.
Et, et c'est et c'est là qu'est un peu l'incongruité de ça. Un recueil de poésie en double, Gilbert Langevin, chansons et poèmes. Et je l'ouvre et je tombe sur quoi? Le choix des armes. Et c'est là-dessus que je vais conclure ma vidéo. Le choix des armes. Douce blancheur au noir se marie, comme la pluie intense l'oubli. Des arbres qui nous enseignèrent une patience à longueur d'haleine, comme la neige en son hiver, comme le fer a des trains dans la voie, comme ton corps chemin de chair vers un autre univers. Je me souviens d'un temps sans armes, je me souviens de ce temps-là, mon amour, et des lilas. Mon désespoir s'évade en toi, tous mes remords suivent tes lois, plus je m'égare en ton regard, plus je retrouve de lumière. C'est à la source de tes yeux que mes regrets se désaltèrent. Tu me délivres de la haine par-delà ma misère. Je me souviens d'un soir de l'art, je me souviens de ce soir-là, mon amour et des lilas. Aucun orage ne pourra défaire l'union de nos bras, paratonnerre contre l'enfer, contre la guerre et le désert. Nous flamberons d'un autre feu qui sauvera la terre entière de ces malheurs que l'on proclame à grands coups d'oriflamme. Laissons au cœur le choix des armes, alors la vie refleurira, mon amour, on gagnera. Quelle étonnante coïncidence, hein? Ben voilà. Mais est-ce que les poètes peuvent, peuvent, peuvent tenir tête et faire le poids contre les machines de guerre qui se sont mis en branle? Mais on voit bien là, que quelque chose se disloque. Hein? Voilà. Alors, c'est tout. J'en arrive à ma conclusion, en tout cas. C'est que X avait dans sa psychogénéalogie un collaborateur. Un collaborateur. C'est le pari intellectuel qui ne sera jamais confirmé, en fait. Mais pas de livre en tant que tel sur la Shoah ou les grands. Il y a quelques livres sur Tzahal, il y a quelques livres sur les services secrets israéliens, il y a quelques livres sur la fondation de l'État d'Israël, mais rien sur la littérature lazaréenne, rien sur l'expérience des camps. Une véritable fascination, cependant, pour... Et du côté algérien, ben vous avez vu, j'ai montré un exemple, mais il y a plusieurs livres écrits par des militaires qui ont participé à cette guerre d'Algérie et qui souhaitaient le maintien de l'Algérie dans le giron français. Ah, un livre de Zemmour aussi. Un livre de Zemmour. En fait, il rétropédale, hein, comme disent les commentateurs. Il rétropédale. Lui, il va tourner sa veste, retourner sa veste, tourner sa veste, retourner sa veste. Enfin, euh, c'est magnifique de voir ces intellectuels. Intellectuels, le terme est abusif dans le cas de Zemmour, là. De voir ces chroniqueurs, voilà. C'est ces chroniqueurs qui nous donnent la colique, hein? Les coliqueurs, hein? Voilà. Les coliqueurs, voilà. Ils, enfin, enfin. Vous avez compris, je suis loin d'être un Zemmourien, hein? Ouf. Peut-être je vais conclure là-dessus en disant que je trouve
Je trouve, en particulier, j'ai beaucoup d'admiration pour Macron qui continue jour après jour de parler aux bourreaux tortionnaires, aux potentats, aux dictateurs, à l'autocrate, qui a toujours le mot, qui a toujours le verbe dénazifier à la bouche. Un cas classique de projection. Hein. Il est devenu, euh, il est devenu lui-même l'incarnation du mal. Hein. N'ayons pas peur des mots. Et Macron, jour après jour, hein, garde le contact avec lui. Je... Les Français ont de la chance d'avoir ce président-là dans cette époque-là. Un jeune homme aux frêles épaules, mais visiblement à l'énergie incroyable. Je comprends qu'on peut faire toutes les critiques. Hein. Moi, je suis qu'un commentateur outre-Atlantique, lointain, qui, qui juge ce jeune homme plutôt favorablement, en tout cas dans le cas de cette crise. Et l'aplomb dont il fait preuve, et l'honnêteté, aujourd'hui, il avait l'air découragé. Comme, ça va durer longtemps, là. Il nous le dit, ça va durer longtemps. J'entendais un commentateur, dire qu'il n'était plus qu'un... Il n'avait plus de rôle à jouer, au fond, Macron. Il n'était qu'un rapporteur, qu'un porte-parole, d'une certaine manière. Non, moi, je juge pas ça. Il faut garder le contact avec le ravisseur. Hein. C'est une prise d'otage. Un peuple au complet est pris en otage. Il faut garder le contact avec le ravisseur en chef. Le ravisseur en chef qui ne nous ravit absolument pas, mais qui va ravir la vie de pas mal de gens. C'est déjà fait. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, malgré tout. Et demain, je serai encore là. Il y a Anthony, je ne sais pas si ce sera rendu jusqu'à la 37e minute, qui me conseille de me reposer, de continuer donc, mais de me reposer au mois d'avril. C'est gentil, Anthony, c'est gentil. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je suis largué, là, pour le coup. Je suis largué. Puis à la librairie, je travaille très, très fort. C'est fou comme je travaille fort. C'est pas possible. Juste aujourd'hui, là, tout ce lot de livres-là, à 7h30 du matin, là, il est quelle heure? Il est presque 10 heures, alors c'est des journées de 13, 14, 15 heures. Et pas vraiment le choix non plus de travailler comme un fou. 2 ans de pandémie pour le petit négoce, ça n'a pas été de mince affaire. Allez, à demain.